Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et aujourd'hui on va parler rose. On va parler Stade français car nous avons comme invité Thomas Lombard. Et donc c'est normal que nous avons aussi un petit coucou de notre pote le plus pink, c'est Charlie Bayer. Mais oui, le plus pink des potes depuis que Alban n'est plus avec nous, mais on pense quand même à elle, puisqu'elle a porté les couleurs des Pink Rockets, notre ancienne pote du pack. Et ouais, je suis super content de cette interview obtenue. Moi, j'ai très hâte d'entendre Thomas Lombard nous donner son avis, son parcours et son expertise surtout, parce qu'il est aussi, il a été aussi un consultant Canal+, très très doué et loué pour ses analyses et son beau regard sur le top 14. Donc, j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Voilà. En fait, on sait pourquoi Théo est fan de Racing, parce qu'il a joué au Racing. Donc moi aussi, en fait, je suis devenu fan parce que euh, je le connaissais. Je suis allé le voir jouer plusieurs matchs. Et après, j'habitais Colombes. Et quand même, des season passes pour Racing 92, c'était normal. Mais toi, tu es fan de Stade français depuis longtemps. Et comment tu es devenu fan, en fait, de Stade français? Déjà, parce que parisien. Non, mais c'est vrai qu'autour de tout ça, il y a quand même le fait que je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et j'ai un rattachement à ma ville assez fort. Et quand je jouais au Massif, j'étais très content d'avoir écrit Paris sur mon maillot. Quand je supporte le Stade français parce qu'il y a écrit Paris sur le maillot, c'est un fait, hein, clairement. Il y a l'amour de la ville d'abord. Mais après, il y a aussi que je suis arrivé au rugby un peu plus tard, vers l'adolescence, quoi. Et donc, il y avait vraiment ce phénomène des années 2000 du Stade français où c'est quand même alors, on peut pas refaire toute l'histoire là, et puis je pense que on va y revenir avec Lombard, mais on part d'un moment où le rugby en France, en tout cas, était quand même très terroir, pas cassoulet, parce que c'est péjoratif. Quand je dis terroir, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est qu'il y avait vraiment une culture très propre au sud-ouest de la France, un peu rude, et pas du tout enfin pas du tout fantasmé par la ville en fait. Enfin, où il y avait comme un décalage en fait, voilà, disons comme ça entre entre un rugby citadin et un rugby. Et en fait, moi je suis un amoureux du Stade Français de Guazzini, hein, clairement. C'est quand même un mec qui a popularisé le rugby, pas seulement avec des trucs comme de faire un tube, de foutre ses joueurs avec Naomi Campbell ou Madonna ou des choses comme ça. C'est aussi, oui, les dieux du stade, ça a démocratisé le rugby parce que il a été chercher un nouveau public en fait. Et surtout, pour moi, ce que Goscinny faisait de dingue, c'était de remplir des stades de France de 80 000 personnes avec des matchs de championnat. Et tout le monde en rose et distribuer des drapeaux. Il y avait des places à 5 euros pour que les gens puissent, 5 euros au Stade de France pour que les gens puissent venir en famille. Il y avait des spectacles d'avant-match, ce qui est complètement inédit en fait en France. C'est très à l'américaine. Et il a réussi à créer une émulation comme ça autour du rugby et de ce Stade français assez forte. C'est quand même dingue. À l'époque donc, où c'était l'ancien Jean-Bouin, il me semble que c'était 6 000 places. La fréquentation de Paris était autour de 13 000 places, donc c'est-à-dire le double de la capacité de son stade, parce qu'il y avait 3-4 matchs par an qui avaient lieu au Stade de France. Et c'était réellement complètement dingue. Et c'était un petit rendez-vous avec les copains, on y allait tous. En plus, tu pouvais ramener des gens qui n'y s'y connaissaient pas. Moi, je me souviens avoir ramené plein de potes du boulot ou du machin qui venaient parce que tu as une espèce de fête qui est créée autour de ce match au Stade de France. Et c'était vraiment un esprit différent du rugby. Il a vraiment amené quelque chose de différent. Enfin, il y a quand même un truc d'équipe à réaction et de caractère. Voilà, dans ce pari. Donc, c'est pour la localisation, c'est pour Guazzini, c'est pour la folie et c'est pour le caractère de cette équipe que j'aime fort, fort, fort le Stade français. C'est superbe, j'adore la passion dans ta voix comme toujours. Et en fait, tu vas entendre pas mal de passion aussi dans la voix de Thomas Lombard suite à notre entretien. Pour les jeunes, peut-être qui ne connaissent pas, donc c'est quand même le directeur général de Stade français aujourd'hui depuis 2019. Comme tu dis, une longue carrière de consultant à Canal+, RMC pendant 12 ans avant ça. Bien sûr, en tant que joueur, 12 caps sur notre 15 de France, une belle carrière dans les deux clubs parisiens. Il a commencé en 92 Racing et un petit séjour en Angleterre, mais la plupart aussi à Stade français. Donc, on va parler de toutes ces bonnes choses et aussi l'ère Ghisani, comme tu as dit. Et allez, c'est parti pour l'entretien avec Thomas Lombard. Pack de potes, terrain 10. Bon, je suis très content d'être là avec Thomas Lombard. C'est la première fois, en fait, j'ai fait un interview sur place. Et là, on est sur place à Stade Jean-Bouin, un magnifique endroit. Merci pour l'accueil déjà. Avec grand plaisir et merci de votre invitation.
Ça fait vraiment plaisir d'être là et en espérant aussi qu'on puisse voir un peu les entraînements après parce que on est plein milieu de saison, saison qui a démarré plutôt bien. Oui, alors c'est bien qu'elle démarre bien, c'est surtout bien qu'elle se termine bien. Donc il y a une partie du chemin, une grande partie du chemin qui reste à accomplir. Voilà, on reçoit Castres demain, donc on va petit à petit essayer de monter encore les murs pour arriver aux phases finales. Et donc là quand tu es dans cet endroit, dans ton bureau, est-ce que quand tu étais petit en train de jouer dans le bout avec tes copains, tu avais déjà des aspirations d'être dans le monde de rugby ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je savais même pas que j'allais jouer au rugby, puisque à l'époque, quand j'étais gosse, je jouais au tennis. Ah. Et le rugby n'est arrivé dans ma vie que vers 13 ans. Ok. Voilà. Donc j'étais un fils unique. Un père qui avait beaucoup joué au rugby, mais voilà, qui m'avait pas spontanément amené au terrain ou dans le club là où on habitait, mais qui un jour m'a dit voilà, écoute, quand on est tout seul comme toi, de temps en temps on a tendance à oublier un peu les autres, et c'est bien d'aller par le biais du sport comprendre que dans la vie on a souvent besoin des autres. Et voilà, comme il m'avait raconté ces histoires de joueurs de rugby, évidemment, un gosse, s'il veut aussi marcher un peu dans les pas de son père. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, je suis allé au rugby. Et puis voilà, c'est là que tout a démarré. Oui, à 13 ans. Donc d'ailleurs, je suis là avec mon fiston, donc je dis un petit coucou. Donc je suis content d'être là tous les trois. Et oui, c'est intéressant parce que tu avais fait du tennis et quelque part, est-ce que ça t'aidait dans ton chemin, on va dire, d'athlète aussi, d'avoir commencé par un autre sport et de faire le rugby un peu plus tard, on va dire? Je me suis jamais posé cette question. Après voilà, à 13 ans, quand tu commences le rugby, t'es pas dans le sport de haut niveau, hein. Tu vas t'entraîner le mercredi après-midi et tu joues le samedi matin samedi après-midi en l'occurrence, puisque à cette époque on avait école le samedi matin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc tu joues le samedi après-midi et puis basta quoi. Donc c'est surtout une pratique ludique, mais qui en termes de connexion entre les gens et d'essence de sport te fait comprendre quand même que la relation à l'autre, elle peut être intéressante à partir du moment où tu l'appréhendes par le bon bout. Ouais. Et donc là, tu as démarré avec Racing à l'époque. En fait, c'est marrant parce qu'un des potes de notre pack s'appelle Théodore de Saint-Rémy qui a joué au Racing environ le même temps, mais j'ai pas l'impression que vous avez joué ensemble. Non, il doit être un peu plus jeune que moi et il a dû arriver au Racing quand moi je quittais le Racing pour le Stade Français. Donc on se connaît de vue comme ça, on s'est croisés à plusieurs occasions, mais on n'a pas joué ensemble. D'accord. Donc tu avais fait ton début de carrière en Racing et pourquoi finalement le changement vers le Stade Français? Alors moi j'ai fait mon début de carrière en banlieue puisque je suis un gamin de la banlieue ouest. Je dis parfois un peu péjoratif la banlieue, mais moi c'est une belle banlieue, hein. J'étais dans un univers privilégié, je manquais de rien. Et après, j'ai rejoint le Racing en junior. Voilà, donc j'ai joué au Chennai, à Versailles, au Racing en junior. Et puis, les trajectoires des deux clubs se sont croisées à un moment. C'est-à-dire que le Racing avait tendance à descendre un peu. Il avait été d'ailleurs relégué en ce qu'on pourrait appeler la deuxième division à cette époque. Et le Stade Français était promu. Donc j'ai répondu à l'appel de Bernard Laporte et Max Guazzini et j'ai rejoint le Stade Français en 97. Et c'était un sacré moment aussi parce que si j'ai bien compris, il y avait quatre titres en 7 ans et c'est vraiment on va dire c'est the golden years de cette équipe. Ouais, il y a eu une grosse décennie de succès incroyable autour de l'équipe du Stade Français et pas que des succès sur le terrain, pardon, des succès en dehors aussi avec un personnage central là-dedans qui est Max Guazzini qui a révolutionné le rugby, la manière avec laquelle on consommait le rugby, l'image des joueurs. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a impacté positivement tout le sport, tout l'écosystème du sport. Et qui nous a permis à nous de vivre une aventure incroyable, bien sûr parce qu'on a gagné, mais aussi parce qu'il nous a fait sentir différents.
et nous a rendus différents des autres. Le calendrier, le maillot rose, les délocalisations, la communication qu'il y avait autour du club. Enfin, ouais, je peux même pas citer tant il y a des choses qui nous ont qui nous ont fait ressentir que au Stade Français, c'était pas un club comme les autres, même si finalement on jouait au rugby exactement comme les autres. Ouais. Mais que tout ce qu'il y avait autour nous rendait un peu différents. Donc nous fédérait et surtout attirait la convoitise. Il y a tout un tas de légendes qui ont été imaginées, écrites, racontées autour du Stade Français. Tout ça a été évidemment amplifié, mais quand on parle de quelque chose, quand on parle de quelqu'un, ça confère aussi une notoriété particulière et voilà on laissait pas les gens indifférents. Et c'était exactement ce qu'ils voulaient. On nous aimait ou on nous aimait pas, mais on n'était pas indifférents. Ouais. Et voilà, il nous a propulsés dans un monde absolument incroyable. Donc j'entends beaucoup de respect pour lui et on saute un petit peu dans l'avenir parce que maintenant tu es dans la même position que lui, tu es directeur général. Et je me demandais quand tu as pris les responsabilités, qu'est-ce que tu voulais ramener par rapport à qu'est-ce que tu as appris de chez lui que tu voulais remettre sur la première page? Je n'ai pas fait d'études particulières pour occuper ce poste. Hein. C'est de la même manière que quand j'ai arrêté de jouer au rugby, je suis devenu consultant puis journaliste sans avoir fait ni d'école de journalisme ni de formation particulière. Donc ça, c'était une appétence que j'avais. Oui. Vers 16-17 ans, c'est un métier qui m'intéressait. Et puis le rugby était devenu professionnel, donc j'avais évidemment fait le choix du rugby. C'était plus facile et non pas des études, ce qui était une erreur. Bon, j'ai réussi à y revenir et puis une fois que j'ai fait ces 13 années sur Canal+, sur la radio RMC, j'ai également à côté de ça utilisé mes expériences en France, en Angleterre de joueur pour faire du management ou en tout cas pour aller dans les entreprises, décliner les valeurs du sport, les parallèles qui existent entre le monde sportif, le monde du management en entreprise, etc. Tout ça, c'est que de la théorie. Oui. Mais quand c'est énoncé par un sportif qui a une histoire, qui raconte des histoires de sportifs, etc., ça marche très bien. Ça crée un effet soufflé. Les gens probablement en retirent quelque chose. Une fois qu'on a compris ça, et ça a été mon cas, à un moment, des opportunités peuvent arriver dans la vie. Celle de reprendre le Stade Français en a été une, qui était un club évidemment très important dans ma vie, et surtout l'opportunité de dire tout ce que t'expliques depuis 10 ans. Oui. À des managers qui savent manager puisque c'est leur boulot et qui managent au quotidien alors que toi tu manages personne à part toi-même. Oui. Ça serait peut-être intéressant d'aller voir si elles fonctionnent. Et si elles peuvent déboucher sur quelque chose de positif pour un club qui était non pas en grande difficulté parce qu'il y avait un actionnaire qui était extrêmement engagé et solidaire vis-à-vis du club, mais les résultats n'étaient pas forcément là. Et l'image que le Stade Français avait était, à mon avis, en décalage avec ce que les gens attendaient. Donc, il y avait tous ces sujets-là à traiter. Sauf que j'avais pas forcément le savoir-faire pour réaliser tout ça. En fait, il y a tellement de choses là-dedans parce qu'il y a un côté. Tu parlais de l'Angleterre et quand j'ai regardé, j'ai préparé pour l'entretien, je me disais oui, mais pourquoi il est parti en Angleterre et qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Parce que genre Worcester, c'est impossible à dire ce mot même pour un Américain. Worcester, comme la sauce. Worcester sauce. Voilà, c'est à côté de Birmingham et c'est quoi? C'est 1 heure de Birmingham, c'est pas. Même pas, ouais. Tu passes de Paris à Worcester, mais qu'est-ce que tu as attiré en fait? Qu'est-ce que tu as appris dans cette chose-là? En fait, j'étais arrivé à un point où, au Stade Français, je voyais le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mmh. Je voyais tout ce qui n'allait pas et ce qui allait était devenu normal. Mmh. Le privilège de pouvoir jouer dans un club comme celui-là, le privilège de pouvoir faire des demi-finales, des finales chaque année, le privilège d'être dans un club où on était différent. À un moment, ta vision, elle se brouille. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'était le cas pour moi. Et de partir
Déjà, il faut un peu de courage parce que c'est facile de se plaindre. Oui. Et puis, quand le mec vient et te dit, tiens, regarde, si t'es pas content, casse-toi. Va voir ailleurs comment, Et j'y suis allé. J'avoue que les premiers temps, je me suis dit, mais putain, mais quelle erreur j'ai faite. Et puis finalement, une fois qu'on y est, il faut apprendre aussi. J'ai beaucoup regretté d'avoir quitté le Stade Français, c'est sûr, mais j'ai aussi énormément appris en Angleterre, dans un contexte différent. J'ai joué pendant 8 ans ici au Stade Français pour être champion. J'ai joué pendant 3 ans en Angleterre pour pas descendre. Oui. Mais c'est pas grave parce que les mécanismes humains de construction d'équipe, d'engagement, de solidarité sont exactement les mêmes. La définition des objectifs varie, mais qu'est-ce qui compte? C'est qu'un objectif il soit élevé, bas, intermédiaire, ou c'est qu'on arrive à l'atteindre? C'est d'arriver à l'atteindre. Et Dieu merci, on a réussi à l'atteindre en Angleterre. Donc de tout ça, j'ai retenu pas mal de choses. La manière de manager en Angleterre est évidemment radicalement différente de celle des Français. L'anglais est méthodique, organisé, précis, à l'heure, engagé, parfois un peu trop d'ailleurs. Le français, beaucoup moins comme ça. Et j'en ai retiré finalement 2 expériences qui, quand on les juxtapose, te permettent sans doute de construire un modèle un peu intermédiaire, un peu hybride entre ce que les Français font très bien et ce que les Anglais font très bien. Ah. Et je dis ça avec beaucoup de modestie, et d'utiliser les deux comme une force, et pas de dire les Français ils sont ingérables et c'est le French flair, et les Anglais c'est des casse-couilles, ils sont prétentieux. Et j'ai dit ils ont inventé le rugby et c'est ce qu'ils expliquent à tout le monde. Enfin voilà, pour caricaturer quoi. Ouais, mais au moins on mange mieux en France. Et en fait oui, c'est marrant parce que j'entends aujourd'hui un recul que tu as par rapport à cette expérience. Mais est-ce que tu avais cette recul à ce moment-là pendant que tu étais là? Tout ça tu le comprends a posteriori. Tu l'intègres a posteriori. Comme j'ai pas intégré le jour où je suis parti du Stade Français que je faisais sans doute une erreur magistrale de quitter ce club. Voilà, j'avais 2 ans de contrat. C'est-à-dire que j'ai été voir Max, j'ai dit à Max, je veux partir. Bon, voilà, j'étais dans un truc, bon, mais c'est pas grave, ça, c'est les expériences de la vie. Et puis voilà, il faut assumer aussi les bonnes choses et assumer surtout les mauvaises. Quand on fait des erreurs, essayer d'en tirer un minimum profit en termes d'expérience. Voilà, j'étais pas malheureux en Angleterre, j'avais un bon contrat, mais j'ai compris une fois que j'étais là-bas, j'ai compris ce que j'avais laissé. Comme beaucoup qui sont partis comme moi du Stade Français. Hein. Parfois dans la vie, il faut avoir des hauts et des bas pour comprendre les deux. Bien sûr. Donc, t'es revenu en France, comme tu disais, t'es consultant, et est-ce que, en tant que podcasteur, est-ce que t'as un petit tip à me dire par rapport à qu'est-ce que ça fait d'être un bon consultant? Je sais pas ce que c'est que d'être un bon consultant. Je sais simplement que quand tu joues au rugby, si tu veux être un bon joueur, il faut t'entraîner. Ça veut dire qu'il faut aller à la salle, il faut faire de la préparation physique, il faut faire des entraînements. Et une fois que tu as fait ces 3 choses-là, il faut analyser l'adversaire aussi. Une fois que tu as fait ça, tu peux aller sur le terrain le week-end et te dire, voilà, j'ai des chances d'arriver à faire quelque chose. Quand tu es consultant, c'est la même chose. Si tu connais pas les règles, si tu connais pas les joueurs, si tu te bases simplement sur ton passé d'ancien joueur, au bout d'un moment, tu vas atteindre le plafond de verre. Ouais. Donc c'est un travail comme un autre. Et je pense que ceux qui travaillent, arrivent à avoir un certain degré de compétence. Et puis voilà, c'est aussi un exercice qui pour moi doit pas déboucher sur une unanimité. Pour moi, il n'y a pas des bons ou des mauvais consultants. Chacun trouve dans le consultant ce qu'il espère. Ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de la précision, ça peut être une manière de s'exprimer. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut de la différence. Il faut de la mixité là-dedans. Donc moi, j'ai pas de modèle particulier. J'ai écouté quand j'étais gosse Pierre Salviac et Pierre Albaladéjo. Roger Coudert, j'ai un peu moins de souvenirs, mais je l'ai entendu aussi. Voilà, j'ai écouté Eric Bail quand je jouais au rugby parce que c'est un commentateur historique. Salviac, pareil. Je l'ai cité. Thierry Lacroix. Après, chacun doit faire aussi avec sa personnalité.
Mais je pense que la base, c'est celle-là. C'est de dire, c'est pas parce que tu as été un ancien joueur que tu seras un bon consultant. De la même manière, c'est pas parce que tu es un ancien joueur que tu seras un bon entraîneur ou un bon directeur général ou un bon n'importe quoi. Dans la vie, tout est aussi... Il y a des gens qui ont des prédispositions, mais après, c'est une question de travail, quoi. Il n'y a pas de secret. Tu parles de travail, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté plaisir aussi, parce que je t'ai vu sur l'écran, là, je t'ai regardé, je dis, ah tiens, c'est le petit final, et t'étais là. Donc, est-ce que c'est parce que tu as envie d'avoir une autre approche au rugby, ou c'est parce que ça fait plaisir de... Non, je voulais pas commenter de match pour la Coupe du Monde, parce que j'estime que, voilà, déontologiquement, quand tu es engagé dans un club, c'est délicat de parler de l'équipe de France, par exemple, des joueurs des autres clubs. Bon, il se trouve que je suis très ami avec Stéphane Etcheverry, qui m'a demandé de le faire avec lui. Voilà, donc j'ai accepté de le faire pour 5 matchs, ce qui était largement suffisant, et j'ai demandé à pas faire l'équipe de France. Voilà, pour garder un peu de pudeur par rapport à ça. Bon, c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Mais je suis très bien ici au Stade Français, et voilà, je remercie beaucoup TF1 d'avoir accepté de me confier ce rôle. Voilà, et ça m'a permis aussi de soutenir l'association, puisque le cachet qui m'a été donné pour commenter ces 5 matchs a été en intégralité reversé aux jeunes du Stade Français. Ah, super. À l'association. Donc ça nous ramène tout naturellement à ta position aujourd'hui de directeur général. Et en fait, c'est marrant parce que je me disais, tu parlais de, tiens, j'avais pas forcément l'expérience, il fallait mettre mon théorie face à la preuve. Mais d'où vient la confiance de dire oui à cette proposition? Bon, la confiance, déjà, c'est l'opportunité. Moi, j'ai joué 8 ans ici. Quand le président Ville m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai besoin de te voir, est-ce que ça t'intéresserait forcément, ça m'a pas laissé indifférent. J'habite à Paris, ma femme est à Paris, mes enfants sont à Paris. C'est un club qui est très très important dans ma vie, pour tout ce qu'il m'a donné et tous les moments importants que j'ai pu y passer. Donc déjà, ça fait beaucoup. Après, Canal, j'y suis depuis 13 ans. Je commente les plus beaux matchs avec Eric Bail. RMC, je participe à les émissions. Voilà, j'ai fait 1 ou 2 sujets sur l'éducation, entre autres. Bon, mais j'ai atteint aussi mon plafond de verre, quoi. Donc je suis dans une situation qui est très confortable, hein. Je prends l'avion, on va dans des hôtels, on commande des matchs, c'est génial. Mais voilà, mais à un moment, c'est quoi l'étape d'après? Et là, on me propose quand même de faire quelque chose avec quelque chose de très 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 concret à mener, avec des actions évidentes et avec surtout la possibilité, alors c'est une pression, hein, mais d'engager les gens. Moi pendant toute ma carrière d'après-joueur, j'ai engagé que moi. Oui, c'est ça. J'ai engagé personne. Ouais, ma femme, mes enfants, parce qu'ils subissaient mes absences et mon emploi du temps. Mais c'est tout. Là, aujourd'hui, il y a 160 personnes qui sont salariées du Stade Français. Il y a toute une équipe administrative. Il y a des choix que tu fais, mais derrière, voilà, qui vont bouger une espèce de mastodonte du sport. Avec un projet derrière, c'est un peu exaltant de faire tout ça. Il faut faire attention, hein, parce que voilà, quand on joue aussi avec on joue avec pas la vie, mais en tout cas la situation sociale des gens et des salariés qui composent l'équipe du Stade Français, hein. Ouais. Et comme tu dis, c'est un vrai directeur d'entreprise. 160 personnes, c'est énorme. Il y a tous les différents aspects à voir. Oui, parlons rapidement, en fait, par exemple, donc, dans mes recherches, c'était sympa, en fait, de rechercher, parce que je connais le club depuis longtemps, mais je savais pas, par exemple, que Hans-Peter Wild, Capri Sun, c'est son entreprise. En fait, je savais pas ça, par exemple. C'est quoi cette relation, en fait, on va dire, entre un propriétaire président et directeur général? Est-ce que tu veux, sans te mettre en difficulté, entre guillemets? Non, j'ai aucune difficulté à parler de ça. Je pense d'abord que c'est une relation, c'était une évidence que je dis, mais de confiance absolue. Pourquoi? Parce que de par son agenda, de par ses responsabilités, le docteur Wild
président du Stade Français a pas le temps d'être ici, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc ça veut dire que moi je vais le représenter dans toutes les fonctions d'exécution, de représentation au niveau de la Ligue nationale de rugby, au niveau de la fédération quand il y a des choses qui sont menées avec la fédération, enfin, voilà, et au quotidien dans le club. Et en plus assurer la gestion et le pilotage du projet. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des échanges réguliers pour lui expliquer ce qu'on fait, qu'il comprenne ce qu'on fait, et que quand il vient s'installer dans la tribune pour regarder son équipe jouer, voilà, ils se disent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et que tout ça va dans le bon sens, parce qu'il y engage quand même beaucoup d'argent et que sans lui il n'y aurait pas de Stade Français. Ça c'est la première des choses. Après, il peut évidemment me sortir du jour au lendemain. Ça c'est comme ça. La seule chose que je lui ai demandé, c'est d'avoir dans les journaux, voilà, moi j'ai pas de sujet, il peut prendre les positions qu'il veut. Ce qui m'importe, c'est quand on est dans ce bureau là où on fait cette interview maintenant et qu'on se parle les yeux dans les yeux. Voilà, ce qu'il me dit là, c'est important. Le reste, j'en fais mon affaire et c'est pas ça, c'est le côté joueur de rugby un peu. Ce que tu dis dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire. Ouais. Ce que tu dis entre joueurs, entre coéquipiers, c'est ça qui compte. Voilà, moi je sais ce qu'on s'est dit, je sais ce qu'il attend de moi. J'ai une transparence totale avec lui. J'ai le sentiment qu'il y a une estime mutuelle. J'espère que ça durera le plus longtemps possible et surtout que je lui donnerai satisfaction dans ce qu'il attend de moi. Ouais, donc ce que j'entends, c'est comme tu dis, un confiance aussi, confiance. Je pense que parce que j'ai noté là récemment, il y a 2 choses qui se passent cette année, par exemple, que normalement dans le sport, dans la off-season, les équipes vont aller chercher le grand joueur. En fait, toi, t'es allé chercher les grands coachs. En fait, et t'as investi beaucoup dans le coaching en ce moment, et ça, pour moi, c'est un investissement plutôt sur le long terme aussi. Ouais, alors déjà, c'est pas la décision de Thomas Lombard, hein. C'est une décision qui est partagée beaucoup avec le propriétaire, avec le président Wild. Ensuite, c'est des cycles, le sport. Surtout quand vous gagnez pas ou pas assez. Nous, on est en tant que Stade Français, on doit gagner. Le dernier titre, c'est 2017. Donc, ça commence à faire longtemps. C'est un titre de Challenge Cup qui a été remporté brillamment par le Stade Français. Ensuite, le dernier titre de champion de France, c'est 2015. On est le 2e club le plus titré derrière Toulouse. Mais voilà, Toulouse a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, ces dernières années. Moi, je suis habité par ça. Je veux gagner. Et sinon, si je veux pas gagner, voilà, je retourne là où j'étais avant et, je fais autre chose. C'est des métiers qui sont passionnants, mais voilà, moi il y a que la victoire alors je sais qu'aujourd'hui le dire ça sert à rien. Il faut mettre en place voilà tout le chemin, toutes les skills, toutes les habitudes, toute la culture pour y parvenir. Donc ça va prendre du temps, un temps long, mais on est dedans. C'est pour ça qu'aller chercher des coachs qui incarnent ça. C'est essentiel, et je dis pas que Quesada n'incarnait pas la victoire, hein, puisque le dernier titre c'était sous son mandat. Mais voilà, il faut aussi changer, il faut faire évoluer de la même manière qu'on fait évoluer les joueurs, et peut-être qu'un jour on fera évoluer les dirigeants aussi. Bah, c'est marrant parce que il y a aussi une autre stratégie qui est plutôt long terme aussi, hein, parce qu'une stratégie de changer de coach, et ça prend du temps en fait pour avoir leur impact sur le quotidien, je dirais. Mais l'autre que j'avais lu, c'est l'idée que vous allez focuser plus sur les jeunes en ce moment. Bah, former, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on doit absolument mieux faire. Voilà. Avant, on avait un club qui était en silo, avec 3 silos. Le premier étant la partie professionnelle, le deuxième étant le centre de formation et le troisième étant l'association. On travaillait peu ou pas ensemble, en tout cas mal. Aujourd'hui, autour de Laurent Labitte,
on a voulu monter un projet descendant, évidemment, qui partent des pros et puis qui viennent irradier le centre de formation et ensuite, évidemment, les équipes plus jeunes, jusqu'au U14 à peu près, pour qu'on parle le même langage, qu'on ait la même culture d'équipe et qu'on soit en mesure de développer nos jeunes. On est dans un bassin aujourd'hui où il y a énormément de clubs, il y a énormément de ressources, il faut qu'on soit capable de les capter. C'est pour ça qu'on a signé des partenariats avec à peu près 25 clubs aujourd'hui en Île-de-France pour essayer d'aider ces clubs à se développer aussi, à progresser dans leur formation et éventuellement aussi de pouvoir récupérer des joueurs qui viendraient de ces clubs-là. Donc ça, c'est l'idée. Et du coup, on va essayer de réduire le nombre de contrats professionnels qu'on a, qui était l'année passée de plus de 40 à peu près 35, pour du coup mettre davantage de moyens sur la formation et permettre à 8-10 joueurs issus du centre de formation de venir matcher avec les professionnels. Et là, on crée une dynamique aussi. Ça veut dire que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont s'apercevoir qu'au Stade Français, quand tu joues dans les catégories de jeunes, dans les meilleures équipes, que tu passes au centre de formation, derrière, tu joues avec les pros. C'est ça qu'ils veulent. Oui. Eux, ils veulent jouer au Stade Français et surtout jouer en équipe professionnelle du Stade Français. Mais s'il y en a jamais un qui arrive et qui partent au bout d'un certain temps, l'intérêt de ta formation, il en prend un coup. Mmh. Donc, c'est arriver à avoir cette cohérence et à amener les joueurs dans le long terme ou dans le moyen terme à devenir des joueurs professionnels chez nous. Et là, on aura gagné. Et surtout, on aura économisé pas mal d'argent. Parce que ça coûte un petit peu d'argent de former. Ça coûte très, très cher de recruter. Ouais. Et c'est une belle histoire humaine aussi, cet investissement. C'est marrant parce que dans le foot, il me semble, que je suis pas très foot, on va dire, mais ça, c'est un investissement financier dans un sens, l'investissement dans les jeunes pour après, entre guillemets, le vendre entre équipes. Mais le rugby, c'est pas du tout le même style de fonctionnement. Non, nous on n'investit pas. On n'investit pas puisque les joueurs sont pas des assets, pas de valeur. On a certes des indemnités de formation qui peuvent être versées. Enfin, on n'en fait pas un business du tout. En revanche, ce qu'on a fait au Stade Français, c'est que nous on a créé, et on est un des seuls clubs à avoir fait ça aujourd'hui dans le paysage du top 14. On a créé une structure ad hoc qui s'appelle la Stade Academy, parce que notre projet de formation il repose sur 2 piliers. Évidemment un pilier sportif, mais surtout un pilier éducatif. Ça veut dire que nos jeunes garçons et filles, ils font des études et du rugby. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que s'ils font et des études et du rugby, ça sera inévitablement de meilleurs joueurs et joueuses. Pas simplement pour leur dire, si tu réussis pas, au moins évidemment. S'il réussit pas, il faudra qu'il ait un diplôme. Et de toute façon, même s'il réussit, il faudra qu'il ait un diplôme, puisque sa vie, elle va pas s'arrêter à 35 ou 36 ans quand il arrêtera sa carrière. Donc, on finance à 100% les études et on essaie de créer un système vertueux dans lequel les jeunes, ils sont encadrés, épaulés, soutenus et surtout motivés pour faire les deux. Et je devrais dire plus que motivés puisque c'est obligatoire au Stade Français. Tu fais des études et du rugby. Si tu veux pas faire d'études, tu vas pas au Stade Français. Tu resteras pas chez nous. Voilà. Donc cette structure, elle mobilise 5 salariés à plein temps qui s'occupent de suivre les jeunes uniquement sur la partie scolaire. Et on a des partenariats qui sont signés avec à peu près toutes les écoles possibles et imaginables sur Paris, de manière à non pas proposer une formation qui soit facilitante pour jouer au rugby et faire un petit peu d'études, mais pour avoir une formation d'excellence sur les 2 niveaux. Et quand je dis une formation d'excellence, c'est quoi? Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au projet, aux objectifs, c'est avoir un objectif. Moi, un gamin qui me dit, moi, je veux devenir plombier, formidable. T'as un projet, on va t'aider à réaliser ton projet. On a un gamin qui veut devenir boucher. Donc, on l'a inscrit il fait une école de boucherie, il est en apprentissage et en même temps, il est au Stade Français. Et on a d'autres gamins qui font des écoles d'ingé, d'autres qui veulent être ostéopathes. Et 100% des formations qui existent aujourd'hui sont réalisables dans le cadre du Stade Français. Quelle que soit la contrainte. S'il y a une contrainte au niveau de l'école ou de l'université, on s'adaptera, nous, par rapport aux sportifs, pour pouvoir lui donner l'opportunité de le faire.
C'est superbe, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'aux États-Unis, on sait que des athlètes de bon niveau, ça fait des super employés aussi parce qu'ils ont déjà le drive, l'ambition, la capacité de travailler dur, d'être là, d'être présent, de se dépasser et toutes ces qualités-là. Et je trouve qu'en France, c'est pas forcément reconnu comme des atouts ou on va dire ce côté athlète, il n'est pas forcément reconnu dans le monde de business. Parce qu'en France, on a historiquement toujours scindé les choses. C'est-à-dire que si tu étais un sportif et que tu voulais être un sportif de haut niveau, l'école te disait attention, c'est pas bien. Parce que le sport, ça t'amènera pas là où tu dois aller. Donc, fais plutôt des études. Si tu veux continuer à faire un peu de sport, c'est bien, mais fais surtout des études. D'ailleurs, il suffit de regarder le temps scolaire qui est consacré à la pratique du sport en France. 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. C'est tout dire. Voilà. Aujourd'hui, tu parlais des États-Unis, etc. Il y a tout un tas de modèles différents qui existent et qui te montrent que finalement, la considération de cette nécessité d'avoir un développement moteur, d'avoir des pratiques où les jeunes, qui sont tous différents, peuvent aussi utiliser cette énergie à autre chose, pour se développer. Ça n'a pas de prix. Moi, j'ai vu quand mes gamines sont allées jouer 3 ans, quand j'ai joué 3 ans en Angleterre, mes gamines, elles sont allées à l'école en Angleterre. Donc, à l'école en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le matin et on fait des activités physiques. Je vais même pas parler de sport. On fait des activités physiques, on se développe, on joue l'après-midi. À l'arrivée, elles ont exactement les mêmes acquis que des gamines qui ont passé, ou des gamins qui ont passé de 8h30 à 16h30 à l'école, assis sur une chaise. Je crois qu'il y a pas besoin d'expliquer plus. Sauf que nous, notre modèle, il date de la nuit des temps et pendant des années et des années et des années, il a été loué comme étant un modèle exceptionnel, le modèle de... Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est aussi bien ailleurs et ça marche aussi bien en faisant différemment. Donc, voilà. Donc, l'éducation nationale, maintenant, est en train de te dire, finalement, les sportifs, c'est bien. Finalement, c'est intéressant parce que ils amènent quelque chose aux autres étudiants et puis ils montrent que c'est tout à fait possible. Donc, la flexibilité, elle est revenue du côté de l'éducation. Sauf que l'inflexibilité, maintenant, elle est du côté des clubs, où les clubs te disent non. Soit tu fais du sport, soit tu fais des études. Mais tu pourras pas faire les deux. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, il faut changer tout ça. Et il faut montrer que c'est possible. Et les gamins, ils s'entraînent aujourd'hui, s'ils s'entraînent 5 heures par jour, c'est une grosse journée. Sur des journées de 24 heures, bon, je sais bien qu'il faut qu'ils dorment un peu, mais ils ont quand même du temps à consacrer à faire autre chose que du rugby. On est bien d'accord. Oui. Surtout avec les moyens dont ils disposent. Internet, on peut se connecter de n'importe... Ça va. Ouais, c'est super intéressant parce que j'ai fait mes études en RH et dans le développement des compétences et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et surtout ce changement on va dire du mode athlète vers le carrière d'après et je trouve ce moment-là super intéressant et le comment, pourquoi derrière. Moi personnellement, je trouve cette conversation sur le développement c'est humaine quoi, donc je trouve ça intéressant. C'est génial. On a 170 gamins aujourd'hui à la Stade Academy. Il y a 800 jeunes à l'association. Alors, il y en a qui ont 6 ans. Si tu veux pas dire à des gamins de 6 ans, va à la Stade Academy. Mais 170, c'est beaucoup. Mais on doit pouvoir faire mieux parce qu'on peut y intégrer tous les gamins des clubs partenaires. Et c'est pas l'idée de dire, le Stade français, on est exceptionnel. Moi, je pense qu'il faut changer le système. Pas le système du Stade français, le système en général. Pendant 30 ans, il y a 30 ans, pardon, l'équipe de France universitaire, c'était le réservoir de l'équipe de France de rugby. C'est fini. C'est fini. Le niveau de formation des jeunes, etc., ça a baissé considérablement. Donc ça, c'est pas normal qu'un sport comme le nôtre, on accepte ça. J'adore quand j'entends la passion dans les voix dans les interviews, c'est surtout le cas sur ce sujet-là. Je trouve ça magnifique. Mais il faut quand même qu'on parle un peu de rugby. Par rapport à l'équipe aujourd'hui, plutôt bonne, on va dire, saison l'année dernière, sauf malgré les défaites, on va dire, dans le barrage, 4e. Comment tu décris ton club aujourd'hui? On sait que tu as un très bon mêlée. Quels sont les points forts, on va dire, et les points d'amélioration pour le club? L'an dernier, on a été fort sur les bases. On a toujours eu une conquête qui était bonne, mêlée, touche, jeu d'avant. L'an dernier, on y a ajouté une très bonne défense et on y a ajouté une équipe.
non pas qu'il n'y avait pas d'équipe avant, hein, mais je dirais voilà, un groupe qui a été peut-être plus solide, plus élargi que les années précédentes. Et donc ce groupe, il a montré quoi? Il a montré qu'en top 14, quand tu as une conquête, une défense, un buteur et un noyau de joueurs qui est solidaire, tu peux arriver à faire des choses intéressantes. Alors oui, d'un point de vue du jeu, on a un potentiel de développement qui est important. Mais on a atteint le top 6 qui doit être un objectif non pas exceptionnel mais permanent pour le Stade Français. Une fois qu'on sera dans le top 6 de façon régulière, on va essayer d'aller se battre pour aller en demi-finale et puis pourquoi pas faire un peu mieux puisque c'est ce que ce club doit mériter. Et tu parlais de noyau et en fait je dirais parfois c'est peut-être difficile dans n'importe quel club, on va dire, où il y a tellement de nations différentes, mais c'est intéressant de comment construire. Il faut presque des je sais pas des pas formation, mais interculturel, parce qu'il y a tellement de personnalités différentes et comment ça se mélange tout ça? Il y a une grande partie du travail qui est fait par le coach. Il y a la culture qui est existante au club, qui doit aussi pénétrer rapidement les joueurs dès qu'ils y arrivent. Et ensuite, il y a la dynamique de groupe. Les choses se font pas par hasard. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs importants, il y a des joueurs leaders, il y a des joueurs qui sont en charge justement de prendre en charge, c'est le cas de le dire, ceux qui arrivent, de les éduquer, de les voilà, c'est une dynamique de groupe. C'est comme dans une entreprise, c'est exactement la même chose, sauf que nous on fait un sport de combat. Donc à un moment, les mecs, il faut qu'ils s'aiment aussi un peu, parce que si t'aimes pas les autres, tu peux pas aller faire la guerre avec eux sur le terrain. Ou alors si t'y vas, c'est que t'iras à reculons et ça va se voir très vite. Voilà. Nous on a un souci, c'est qu'on a un environnement à Paris qui est un peu difficile à appréhender parce qu'il y a beaucoup d'anonymat. Quand tu joues à Castres, quand tu joues à Perpignan, quand tu joues dans des villes de rugby, le joueur il est connu, il est reconnu, il est appelé dans la rue, il est interpellé au marché quand il va faire ses courses, à Paris il y a rien. Ouais. À Paris il se passe rien. C'est Monsieur Tout le Monde, le joueur de rugby du Stade Français. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie, d'envie, etc. quand il est au club, et dès qu'il ressort du club, ça s'arrête, quoi. C'est marrant parce que ça me fait penser à un souvenir. J'avais eu l'opportunité, un de mes premiers entretiens, en fait, c'était avec Karim Ghezal, en fait, parce que j'habitais Colombes à l'époque, et lui, il jouait Racing, et j'ai des souvenirs avec mon fiston d'aller au marché ou d'aller au bar à côté, et lui, il était sur place pour servir des pâtes et prendre des photos, et j'ai toujours trouvé ça chouette. Je pense que j'ai remercié à l'époque. Tiens, je voulais un peu boucler, mais il y a une idée on a parlé de Max Guazzini, si je prononce bien. Guazzini, oui. Ouais, et qui avait beaucoup. C'était impressionnant dans mes recherches, tellement, comme tu en as mentionné quelques façons, qu'il a vraiment touché le rugby français en général, mais le Stade en particulier. Il avait quand même un style qui, on va dire, assez flashy, on va dire, et ça me semble pas forcément ton style à toi. C'est quoi alors ton style en tant que directeur général? Je suis incapable de répondre à cette question. Moi, j'essaie d'être. Max, il n'avait pas joué au rugby. Max, il venait et il vient du monde des médias. La radio énergie, c'est lui qui l'a créé avec Jean-Paul Baudecroux. Voilà, le côté star, marketing, c'est sa vie. Donc il a évidemment dupliqué ça au Stade Français et au rugby. Et d'ailleurs, il y a fait beaucoup de bien. Parce que le rugby est un sport, et toujours d'ailleurs un sport très conservateur. Donc pour faire évoluer les choses, il faut s'accrocher. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai connu ça grâce à lui. Donc, en fait, je pars du principe que le Stade Français, il a un socle, une marque que lui a contribué à construire, peut-être en intégralité même, mais qui aujourd'hui, nous confère une force, une légitimité et donc du coup une ambition. Donc, j'essaie de porter cette ambition, mais dans un engagement qui est plus celui de l'équipe, parce que je suis joueur. Et qu'un joueur, il sait que s'il veut réussir, il a besoin de l'équipe. Et donc, moi, j'essaie d'avoir des gens plus compétents que moi à côté de moi, parce qu'il y a surtout beaucoup de choses que je sais pas faire.
et d'avancer quoi, en estimant les gens, mais voilà, en leur montrant aussi que l'institution est plus fort que tout, et que dans 15 ans ou dans 5 ans, moi je serai plus là, peut-être que non plus, mais le club il continuera. Et donc d'essayer de leur faire comprendre que la notion d'engagement, elle se situe là. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser, qu'est-ce qu'ils veulent faire au Stade Français, les joueurs évidemment, mais les salariés c'est pareil. Il dit moi je veux être dans ma carrière passé au Stade Français, avoir travaillé au Stade Français, où je veux avoir un impact, agi pour que le Stade Français il gagne un titre de champion de France, on ait les plus beaux espaces du top 14, on ait rempli le stade alors qu'avant il n'était pas rempli, etc., etc. Chacun peut trouver un moteur et une contribution importante à amener à l'équipe. Dans un cadre collectif. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une question d'objectif moteur et il y a une question de confiance aussi qu'on va arriver. Et on fait aussi, mais confiance qu'à terme on va arriver, mais il y a aussi ce moment de incertitude aussi tout au bout du chemin et je trouve ça intéressant. Je voulais finir juste par une dernière question un peu américain, comme je suis américain. Il y a des mousquetaires, l'équipe de foot US qui coule au Cotter en fait, qui joue ici aussi. Qu'est-ce que toi tu penses de Footam? Écoute, je trouve que, alors, le sport, ça me fait rire parce que quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont, c'est pas une impression d'ailleurs, je suis même plus capable de dire combien il y a de joueurs, tellement ils sont nombreux. Après, c'est marrant la manière avec laquelle ce truc est orchestré, quoi. C'est une espèce de partition qui est lue. Alors en fait, tout le monde a une place sur le terrain. C'est très méthodique. C'est très militaire. C'est très militaire, ouais. Quand ils sont venus nous trouver il y a quelques mois pour nous dire voilà, on va louer le stade, on va faire un match de foot, des matchs de foot américains, bon, on les a regardés en disant bon, les gars, bon courage quoi. Mais bon, ils avaient su trouver des ressources financières. Et surtout, ils ont rempli quand même alors ils ont pas rempli Jean-Bouin, hein, ouais. Mais ils ont réussi à avoir une influence plus que respectable pour leur match. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont rester. Ils ont mis une ambiance de malade. Ça m'a d'ailleurs valu quelques lettres des riverains qui gueulaient parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade. Bah, superbe. Mais cool. De toute façon, nous on est là pour ouvrir ce stade. Hein. Un stade, c'est un endroit où on peut rassembler du monde. On doit pas rassembler du monde dans un stade simplement pour du rugby, du foot. Il doit vivre un stade. On joue 15 matchs de rugby par an minimum ici. Allez, peut-être 16 si on fait un barrage. C'est tout. Donc il faut que les filles jouent, il faut que les équipes du club y jouent, il faut que d'autres sports ils viennent y pratiquer. Voilà, c'est un endroit, c'est une arène où les gens doivent se retrouver. C'est un endroit de vie, le stade. Il ne doit pas vivre qu'autour du rugby. D'ailleurs, tu parlais de filles des Pink Rockets. Je voulais dire juste un petit coucou à Alban Borel qui était avec nous à Pack de Potes pendant un certain moment, et aussi Nenek Corsen qui est passé plusieurs fois aussi sur l'émission. Et je trouve que pour nous, en Pack de Potes, le rugby féminin est super important pour l'avenir, et peut-être le marché américain aussi avec le MLR, mais on verra par la suite. Écoute, je voulais te dire un grand merci pour l'accueil ici dans les locaux. Ça fait vraiment un grand plaisir de te connaître en tant que directeur général, mais aussi en tant qu'homme. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le micro pendant quelques temps. Et puis, bon courage à Pack de Potes. Merci. Donc voilà, mon cher Charlie, l'interview avec Thomas Lombard. J'ai passé un super moment. J'étais super content d'être là avec mon fiston aussi. Il était très, très accueillant, Thomas. Super bien accueilli. En fait, on a un ami en commun, moi et toi, qui travaille au Stade Français. Donc, j'ai pu dire bonjour et faire prendre un petit café. Baptiste Pesanti, qui a passé sur l'émission et aussi passé pour nous dire un petit coucou. On a pris une photo ensemble. J'ai pu serrer la main Laurent Labitte dans le couloir rapidement. J'ai dit bonjour à Morgane Parra. Et en fait, je me sentais super bien. Ah ouais, comme un petit frère. Ah mais non, c'était, je me sentais super bien dans ce club. Et bon, je les souhaite un super année. Bah, ça me fait super plaisir que tu aies passé une bonne journée. Tu sais, c'est un club aussi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que c'était pour pas ramener les choses à moi, mais j'ai quand même été... je servais à la buvette du Stade Français, dans l'ancien Jean-Bouin, à Charletti, puis dans le nouveau Jean-Bouin, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, il me semble. Donc, je connais un peu les couloirs aussi. Enfin, je considère Jean-Bouin comme ma petite maison et j'ai plein d'amis aussi.
Mais j'ai pas que des amis que Argent-Bouin, tu sais. On a aussi plein d'amis du pack sur nos réseaux sociaux et je les invite tous à nous expliquer ce qu'ils ont pensé de cette interview de Lombard. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce que ça les a choqués? Ils peuvent nous poser toutes ces questions et réagir à l'épisode du jour sur X, feu Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. On est toujours ravis d'avoir des retours et on vous répondra avec passion. Allez, à très bientôt, mon Charlie. Salut mon ticket.